concernant la présentation de cet outil par Nicolas. Alors, elle est particulière aussi par la durée parce que on a prévu d'être ensemble jusqu'à 10h45. Donc, comment ça va se passer? L'idée, c'est globalement, on a vu ça avec Nicolas. Bon, évidemment, ça s'ajuste, mais disons 1 heure de présentation et puis on se garde le dernier quart d'heure pour les questions. Comment on pose les questions? Si vous êtes peut-être que c'est votre première session. Donc, vous avez des onglets. Hein, vous avez l'onglet discussion, questions, interactivité et information. Ils doivent être en haut à droite sur votre écran normalement. Et utilisez l'onglet questions pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, bonjour à Jean-Luc. On a vu votre message dans l'onglet discussion. Et donc, ce troisième onglet aussi, qui est l'onglet interactivité, que va utiliser abondamment Nicolas. Alors, Nicolas, je ne le présente pas. Parce que c'est une vedette et que tout le monde. Non, je plaisante. Il a prévu un slide pour se présenter, donc on a convenu ensemble que on va pas faire de redondance et donc il va se présenter lui-même. Voilà, merci Nicolas d'intervenir. Bienvenue à tout le monde, quasi 30 personnes qui sont déjà connectées et bonne session. Merci, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous me voyez donc dans la vignette, dans la présentation? Je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, moi, je ne vois pas pour l'instant. Je vais jouer un petit peu avec les présentations pour forcer le système. Ok, très bien, super, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous pour cette présentation de la boîte à outils OmiPlu. Donc, qui est une boîte à outils qui veut dire donc OmiPlu, pardon, qui veut dire outil de migration des PLU. Alors, je suis en plein écran. Ouais, du coup, ouais. OmiPlu, donc c'est une toolbox qui permet de transformer les données de vos PLU, PLUI vers les standards CNIJ PLU 2017D et ou 2022-10 et plus, soit les 2 derniers standards en vigueur. C'est également une série d'outils qui vous permettront de tirer parti des évolutions du standard CNIJ PLU dans sa dernière version, donc la 2022-10. Voilà. Nicolas, Donc, je n'arrive ouais. pas à mettre l'icône. Il est Arrive possible pas. que ton icône caméra en fait soit derrière le grand slide. C'est la seule hypothèse que C'est un j'ai peu parce que ça marche embêtant. très bien sur les autres. Non, mais bon, Bon, vu qu'on a une heure, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire comme ça. C'est dommage, j'avais préparé le ah truc, ouais, je mais sais bien, c'est tu as préparé le petit cache. Allez, ben on fait comme bon. ça, Allez, ça te va comme ça? bah, on va se mettre comme ça. Allez, on va voir. Sinon, essaye de passer en vignette et puis sinon en plein écran. C'est pas grave. J'aurai un espace Je vide. peux être comme ça si ça te convient. C'est vrai que c'est plus Non, mais sympa si on te voit. allez. Je me présente. Donc je suis, Nicolas Kulpinski. Donc je suis géomaticien expert en urbanisme. Je travaille donc au service observatoire et géomatique de la direction cohérence territoriale, habitat et cohésion sociale. Lui-même dans le pôle cohérence territoriale de la direction générale déléguée aménagement durable, habitat, inclusion et cohésion territoriale de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est un peu long. Je suis en charge de la gestion des processus concernant les PLUI et de la diffusion des PLU et PLUI tant sur le GPU que sur notre site internet ou notre plateforme interne. Le contexte national concernant les numérisations et la diffusion des documents d'urbanisme sont conditionnés par les prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme, le standard CNIJ, sous ses versions 2017D et 2022-10. L'ordonnance 2021-1310 du 7 octobre 2021 qui indique que depuis le 1er janvier 2023, le caractère exécutoire des documents d'urbanisme est conditionné à leur publication sur le géoportail de l'urbanisme. Et enfin, depuis le 1er mars 2023, donc de cette année, la passerelle GPU pour la transmission des pièces au contrôle de légalité à acte est effective. La métropole Aix-Marseille-Provence est constituée de 92 communes
c'est une métropole, sur laquelle c'est une particularité et c'est la seule en France, il me semble, qui a plusieurs PLUi, sur son territoire. Aujourd'hui, la métropole contient, 2 PLUi approuvés qui couvrent à l'heure actuelle hem, 30 communes, pardon, et 3 PLUi qui sont, engagés, qui, recouvrent, aujourd'hui 56 communes. Sur le géoportail de l'urbanisme, on retrouve 60 PLU, PLUi, publiés, donc que l'on peut retrouver. J'ai également développé une application de suivi des publications des documents d'urbanisme qui est à disposition du public et donc des bureaux d'études pour qu'ils puissent facilement accéder aux archives de notre territoire métropolitain, les archives qui sont disponibles sur le géoportail de l'urbanisme. Heu, Cette application, je vous la présente, elle est ici. C'est, une application qui permet en fait de voir, un peu la répartition des documents. C'est un dashboard sous ArcGIS Online qui est accessible à tous et qui permet de rendre compte des publications. Donc, on peut choisir par exemple par, date de mise à jour sur le géoportail de l'urbanisme, par, ici, filtre géographique. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi, il y a eu j'ai, fonctionné. Donc en fait, cette, application permet tout simplement de pouvoir voir les informations, à jour de, publications. Donc savoir si, comment retrouver, le PLU ou le PLUi de ma commune. Alors j'ai l'impression que j'ai un petit peu des problèmes réseau là, à l'heure actuelle. Donc c'est pas très grave, je vais rebasculer sur la présentation. C'est pas grave, il y a un lien de toute façon, je vous enverrai les liens si vous en avez besoin ou, de toute façon ça y est, ça revient. Donc voilà, par exemple ici, si je clique sur la commune, d'Allauch, qui est une commune de du territoire de Marseille-Provence, donc qui concerne un PLUi, donc vous voyez que c'est le PLUi Marseille-Provence. Je peux télécharger donc, le PLUi de Marseille-Provence directement sur le géoportail de l'urbanisme, mais également dans ces archives de la commune. Alors ça, j'ai ouvert juste le temps que ça charge. Donc vous voyez ici, ça c'est le PLUi de Marseille-Provence, mais je peux également accéder aux anciennes archives. Donc ça, c'est assez intéressant. Les anciennes archives de la commune d'Allauch. C'est la même chose ici pour des communes comme Aix-en-Provence, par exemple, où là, on n'est pas encore en PLUi, c'est en cours, mais donc on a accès au PLU de la commune. Les besoins de la métropole, d'un point de vue géomatique et données SIG des documents d'urbanisme, c'est que les cartographies doivent être absolument converties et migrées en données, enfin les données SIG, pardon, doivent être converties et migrées vers le modèle CNIJ PLU, notamment pour la publication et la transmission au contrôle de légalité, donc à acte, via le géoportail de l'urbanisme, mais également pour la diffusion des documents d'urbanisme via les outils de la métropole. Donc, ce sont des cartographies grand public, notamment pour le PLUi Marseille-Provence, mais également pour le PLUi du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui sont donc les 2 PLUi dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez, ici, une cartographie du PLUi de, Marseille-Provence et ici une cartographie du Pays d'Aubagne, du PLUi du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc, ce sont des cartographies qui sont, toutes réalisées avec, Experience Builder sur ArcGIS Online, ce qui permet notamment de lier différentes vues, mais aussi d'adapter plus précisément les applications en fonction du matériel utilisé, c'est-à-dire, desktop, tablette, mobile, donc, avec une technologie dite, responsive design. Donc vous voyez, par exemple, ici, je vais pouvoir, zoomer, à un endroit particulier de la carte et si ça veut bien, et voilà, donc au moment où je zoome sur, la planche de zonage, je peux également, me référer à la planche de l'eau et la planche sera liée à la cartographie. Il y a un outil de recherche, parcellaire,
Ici sur la carte, on a plutôt des cartographies qui sont liées aux enquêtes publiques en cours, par exemple. Donc ça nous permet de voir la cartographie en évolution. Je reviens à la présentation et on va parler de l'étude de cas des PLUI de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, au niveau des PLUI, aujourd'hui, c'est environ 70 couches d'informations donc qui sont dans le modèle interne de la collectivité. Et les préconisations du CNIJ, elles, ce sont 11 couches d'informations. Et je vais commencer par la première question. Donc j'envoie ici normalement, vous avez dans votre onglet interactivité une première question qui est la suivante: est-ce que vous conservez vos données PLU ou PLUI dans un format non normalisé pour l'édition et la mise à jour? Donc je vous ai envoyé une petite question dans l'onglet interactivité, donc si vous voulez, vous pouvez y répondre. Juste pour continuer, donc la confrontation des modèles, donc 70 couches d'un côté, 11 couches d'informations de l'autre, et donc forcément un temps de migration manuel qui aujourd'hui est estimé à un minimum de 5 jours, avec tous les risques que ça comporte au niveau des possibles erreurs de saisie. Donc il est évident qu'un outil de migration est indispensable donc entre ces deux modèles. Donc je vois que ça répond, c'est pas mal. Ensuite, Moite, moite, à au peu près. niveau pardon? Non, je disais, Ouais, c'est à c'est à peu peu près près moite-moite. moitié-moitié. Ouais, ça évolue à peu Non, mais près. c'est assez intéressant, c'est intéressant à voir. Donc, pourquoi conserver le modèle interne, notamment sur la métropole Aix-Marseille-Provence? Bah, déjà pour rappel, le modèle du CNIJ, le modèle CNIJ PLU, c'est un modèle d'échange. Ce n'est pas forcément un modèle qui est idéal pour la saisie et la mise à jour des documents d'urbanisme. Donc, nous conservons en interne chez nous nos données dans notre modèle, tout simplement pour avoir une saisie et une mise à jour simplifiée couche par couche, mais essentiellement pour se concentrer sur les sujets d'édition et non sur les contraintes du CNIJ. Ça nous permet également dans notre système de prendre en compte le versionnement ArcGIS SDE pour la gestion des différentes procédures. Hem, D'avoir des applications de suivi des évolutions du PLUI qui sont câblées directement sur les données et ce qui nous permet également d'avoir de la souplesse dans l'ajout de champs, de l'ajout de domaines. Voilà, on est totalement libre en fait sur le sujet et bien évidemment la rapidité de conversion avec OmiPlu que je vous présente puisque, on peut réaliser des sorties donc temporalisées en cours d'élaboration, en cours de mise à jour, de modification de documents et bien sûr les versions finales. Et avec OmiPlu, ben, on passait d'une intégration, enfin d'une migration qui prenait environ 5 jours manuellement avec tout un tas de risques, à une sortie qui se fait en à peu près 2 heures. Et c'est là que j'ai une deuxième question pour vous. Vous avez vu, c'est bien fait, c'est hyper interactif. Donc, une fois votre PLU ou PLUI validé et que le dossier de votre procédure est bouclé, je voulais savoir à peu près combien de temps vous consacrez à la mise à jour des valeurs de votre PLUI afin qu'il soit compatible avec un dépôt sur le GPU. Donc, est-ce que vous prenez une demi-journée, une journée, plusieurs jours? Donc voilà, donc c'est un ratio qui est assez important à avoir, je trouve, parce que, voilà, quand, je prends plusieurs jours, manuellement à le faire et que, bah, finalement, j'ai un outil qui permet de me le faire en 2 heures, c'est quand même beaucoup plus pratique. Au niveau du principe du fonctionnement, de la suite OmiPlu, donc je vous laisse répondre, hein. C'est assez simple. Donc on a en entrée une base de données, qui est dans le modèle interne. Donc ça peut être une version, enfin une base de données SDE, donc connectée à du Postgre, ou de l'Oracle ou n'importe, PostgreSQL, ou bien tout simplement une GDB. La
la base de données SDE peut être versionnée ou non d'ailleurs. Et un premier outil qui permet d'extraire les données, qui est un outil qui permet de préparer et de fragmenter les données en vue de la configuration à venir. Donc, c'est avec un fichier CSV, une toolbox et une sortie en GDB. Et ensuite, on a une étape suivante qui est la configuration, qui est l'étape la plus importante en fait, au niveau de l'outil OmiPlu. C'est un tableau croisé entre les données internes préparées, donc avec l'outil précédent et le modèle CNIJ PLU. Donc là, c'est un fichier CSV. Les paramètres, qui sont, l'écriture des informations sur la procédure dans l'outil, donc dans la toolbox OmiPlu directement. Et la sortie qui est une géodatabase au format CNIJ PLU, alors au format CNIJ PLU choisi, puisqu'en fonction de la version, il y a certaines différences. Et donc ce sera une GDB qui sera générée. Et ensuite, il y a un petit outil complémentaire. Donc là, c'est au niveau de la gestion et de l'ajout des informations sur les zonages au travers d'un tableau annexe. Donc là, ça fait au travers d'un fichier Excel et d'une toolbox. Et enfin, l'export vers le dossier constitué pour le géoportail de l'urbanisme, qui est une toolbox également. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière OmiPlu? Donc, OmiPlu, c'est un script qui est initialement rédigé en Python 2.7 sous ArcMap et ArcCatalog. Alors, petite information, on est à 5 jours des 10 ans d'OmiPlu. Donc, OmiPlu, j'ai rédigé les premières lignes il y a 10 ans, le 17 octobre 2013. Donc, voilà, c'était sous ArcMap à l'époque. Mais depuis le passage donc à ArcGIS-Pro, les scripts ont tous été basculés donc en Python 3, donc en 3.7 actuellement. Et l'utilisation de la bibliothèque ArcPy, donc d'ArcGIS, est vraiment le principal atout de cet outil, puisque c'est la fonction ajoutée qui est la principale clé de l'outil OmiPlu, avec la possibilité donc de concaténer plein d'informations et plein de couches dans une seule. Donc, j'ai utilisé très fortement cet outil-là. Et je m'appuie également, enfin l'outil s'appuie également sur différents fichiers de configuration, donc en fonction des besoins. Donc la suite OmiPlu, ce sont 4 outils pour une publication réussie sur le GPU. Et donc je vois sur le précédent sondage qu'on a quand même plusieurs jours pour des migrations, donc c'est quand même assez chronophage, je vois. Donc le premier outil, fragmenter le PLU, donc qui est constitué donc de 2 étapes, donc la configuration et la toolbox. Donc l'extraction de vos données, donc l'outil de fragmentation permet de correctement préparer vos données via le fichier donc qui s'appelle omiplu1frag .csv, donc qui est dans l'archive OmiPlu, qui est téléchargeable bien évidemment, qui permet via une requête SQL d'isoler une prescription particulière au sein de votre modèle de données afin de déterminer donc le type et le sous-type, par exemple, de déterminer un libellé détaillé, une nature. Alors la nature, c'est un élément qui est présent dans la dernière version donc, du CNIJ PLU 2022-10, de désigner ou de renommer des champs CNIJ déjà présents dans votre modèle, afin de ne pas être un frein à la configuration du tableau croisé. Donc là, je vous présente un extrait d'une préparation des données. Donc, vous voyez par exemple, alors je vais zoomer un petit peu tout à l'heure, mais les EBC sont séparés en fonction de leurs caractéristiques via une requête SQL. Donc là, ici, vous pouvez voir que ici, donc j'ai ma couche d'origine qui s'appelle C3 EBC. Alors je vais prendre le pointeur, ce sera plus facile. Voilà, ici. Ah, ça marche pas quand je fais les deux. OK. Alors du coup, on va faire comme ça. Donc, vous avez C3 EBC qui, en fait, comportait deux informations, donc avec un champ qui s'appelle type. Et donc, je fais une requête SQL disant que type égale L113.1 pour les EBC classiques. Et comme on est en commune, on a des communes littorales, on est aussi impacté par le L121.27 qui indique les EBC de type littoraux. Et donc, du coup, ça me permet de renommer donc, la couche en C3 EBC et C3 EBC litho.
qui me permet donc de voir quels sont les EBC littoraux et de les éclater finalement en plusieurs couches d'informations. Donc vous avez plein d'exemples ici et notamment après, on a la possibilité, d'indiquer par exemple, ici dans des couches d'informations, du patrimoine, j'avais un champ qui s'appelle nature et sur lequel j'avais, différentes, informations. Mais il s'avère que dans le, modèle du CNIJ, 2022-10, il y a un champ qui s'appelle nature et donc ben, pour pas avoir de contre-indications les uns avec les autres, parce que forcément les informations que j'ai dans le champ nature de ma base de départ ne sont peut-être pas forcément les informations que je veux retrouver dans mon champ nature du CNIJ. Donc j'ai rajouté une fonctionnalité qui permet donc, en indiquant tout simplement que, ce champ-là, je veux le renommer et donc il sera, renommé, par, une information. Le champ de nature sera renommé par nature base dans la couche en sortie. Donc voilà, donc ça c'est, des petites indications et ensuite, ben, l'outil, fragmenter le PLU, ben, il est tout simplement utilisé. On met la base de données, PLU ou la base, enfin donc la GDB ou la SDE, sur laquelle on souhaite travailler, le dossier en sortie et le fichier de configuration que je vous ai montré précédemment et ça générera donc une, GDB en sortie qui sera nommée donc omiplufrag avec, la date du jour, d'exécution du script. Une fois qu'on a fait cette, 1re, fragmentation des informations pour pouvoir, vraiment avoir un détail, très fin des données, on a, donc on va là simplement lancer le 2e script qui est le script, omiplu et ce script omiplu, il est avec, bien sûr un fichier de configuration et une toolbox. Donc le fonctionnement de l'outil, c'est, on a la possibilité de choisir donc, entre les différentes versions donc, du CNIJ PLU, donc sur 2017D ou 2022. Ça s'appuie sur le paramétrage du fichier donc omiplu2 config. Alors standard, parce qu'en fait, on a, en fonction du standard utilisé, le fichier de configuration est un petit peu différent puisqu'on a des champs, supplémentaires donc, dans, la version 2022-10, par rapport à la version 2017D. La 2022-10 est une version majeure donc, du standard CNIJ. L'outil nous permet, notamment dans le paramétrage d'identifier chaque couche interne en entrée et d'y attribuer donc, à chaque champ du modèle CNIJ des informations donc de type texte. Ça peut être, donc on peut rajouter du texte écrit directement dans le fichier de configuration, de rajouter, de faire, correspondre un champ, directement de la couche interne en entrée, d'associer, plusieurs champs également ou, d'associer du texte et du champ. Et bien sûr, l'outil propose la saisie des informations indispensables aux préconisations, du CNIJ. Donc, je vous présente ici l'extrait d'un tableau croisé. Donc, bon, j'ai réduit pas mal de champs parce que, il y en a qui sont, peu ou pas utilisés en fonction des éléments. Donc le paramétrage de ce tableau croisé est la clé du fonctionnement optimisé de la gestion de vos PLUI ou PLU d'ailleurs, puisque c'est en centralisant les informations, qu'il permet vraiment de se concentrer, sur les sujets de votre PLUI, ou PLU et non sur les problématiques de standard lors de la mise à jour de la saisie. Donc c'est un élément très important. Donc vous voyez par exemple, ici, donc je vais parcourir quelques zones. Donc ouais, C3 EBC et C3 EBC litho qu'on retrouve par rapport à la fragmentation qu'on a vue tout à l'heure. Donc en fait, ils ont des types de prescriptions, donc c'est du 0,1, mais il y en a un qui est en sous-type 0,1, 0,3, donc c'est pour ça qu'on les a éclatés, pour pouvoir correctement les ranger. La nature, donc donc là on est en tableau croisé PLU 2022. Donc vous voyez qu'on prend la nature et on donne un libellé, spécifique pour les prescriptions. J'ai le libellé un peu plus, littéral, espace boisé classé avec les accents, les espaces et cetera et ici, mets, le champ symbole donc avec, ici les différentes symbolisations. Je retrouve, au niveau de, mes champs lib attribut, lib valeur,
l'attribut, je l'appelle 01 code EBC avec la valeur type qui correspond au code que l'on avait tout à l'heure dans l'outil de fragmentation. Donc c'est comme ça que, par exemple, si je vais voir ici les emplacements réservés pour voirie, donc qui était une couche qui s'appelait C7 ERV, par exemple, je peux la codifier 0501 dans, dans les types et sous-types, lui donner un vrai nom. Ici, je récupère un champ pour le champ texte. Le nom le nom, là, on est dans l'URL fichier, dans le nom du fichier et dans l'URL fichier pour les listes des ER. Et vous voyez ici, en fait, dans libellé attribut et libellé valeur, j'identifie donc le numéro de l'ER complet, son objet, son bénéficiaire, son emprise, etc. Donc, c'est assez pratique finalement de pouvoir se concentrer uniquement sur la mise à jour et l'édition des documents d'urbanisme, plutôt que de se casser la tête au moment de la saisie, parce qu'on a mal saisi une date, on a mal saisi quelques éléments. Donc voilà, donc c'est assez pratique. Au niveau de la toolbox, donc la toolbox OmiPlu en elle-même, c'est une grande toolbox comme ça, où vous avez plein d'informations à saisir, notamment le choix du standard, puisque ça va conditionner à la fois votre fichier de configuration, mais également la sortie. Donc vous avez le choix entre 2017D et 2022. Le choix de la référence spatiale, ça c'est une nouveauté de cette année, puisque dans les précédentes Toolbox OmiPlu, on était uniquement en Lambert 93. Et j'ai rajouté cette fonctionnalité parce que je me disais, mais nos collègues d'outre-mer ne peuvent pas déposer leurs documents d'urbanisme ou travailler leurs documents d'urbanisme avec OmiPlu parce que ils sont pas dans la bonne projection. Donc voilà, c'est chose faite. Ils peuvent choisir en fait leur projection correspondante, donc c'est assez pratique pour eux. La prise en compte du document de DocUrba des précédentes versions ou précédentes procédures. Donc pour l'incrémentation des infos de la table, puisque comme vous le savez, le fichier DocUrba reprend en fait l'historique de toutes les procédures qui ont eu lieu sur un document d'urbanisme. Sur votre document d'urbanisme. Et donc en reprenant et comme c'est une incrémentation, en indiquant la précédente procédure, en fait, OmiPlu va tout simplement rajouter une ligne et créer le document complet comme il se doit. Vous avez également le choix dans le nombre de couples lib-attribut, lib-valeur. Ce nombre, il est valable pour toutes les couches du CNIJ. C'est-à-dire que si vous décidez de rajouter 8 couples lib-valeur, lib-attribut, ce sera 8 couples sur le zone urbain, 8 couples sur les prescriptions, 8 couples sur les informations, etc. Donc, c'est un peu on ne peut pas faire de demi-mesure, un coup l'un, un coup l'autre, mais l'avantage, c'est que tout est centralisé dans le fichier de configuration et au moins comme ça, on a tout ce dont on a besoin. Donc, on peut choisir également le type de document, c'est-à-dire si on s'appuie sur un POS, bon, normalement, il n'y en devrait plus y en avoir, mais un PLU, un PLUI, même un PSMV. Donc voilà, puisque les PSMV ont un système de règlement qui est à peu près équivalent à celui des PLU. Et le choix de l'état du document, donc c'est en cours, opposable, arrêté, approuvé. Ça, c'est les éléments que vous connaissez, mais c'est également aussi la possibilité de nommer donc la liste des communes impactées pour le remplissage donc du fichier docurbacom, donc qui n'impacte qu'une seule commune lorsqu'il s'agit d'un PLU, mais qui peut être de plusieurs communes lorsqu'il s'agit d'un PLUI. Donc les communes sont séparées par des slash, par exemple, on met les codes communes et ça remplit toutes les informations à la suite. Donc après, tous les éléments que vous avez ensuite, ce sont des éléments qui concernent notamment la ligne remplie dans DocUrba et dans le fichier DocUrba. Donc la GDB obtenue en sortie reprend donc l'état du document, donc le nom de la GDB reprend l'état du document, la date, donc la date d'appro,
généralement, et le standard utilisé. Donc ça, c'est un formalisme qui est interne pour nous. Et les couches n'ont pas de formalisme CNIJ avec les dates INSEE et DataPro, puisque la transformation se fera via le script d'export vers le GPU. Cette transformation se fait après coup, puisque ça nous permet, en fait, lorsque on fait notamment nos applications grand public, ou certaines sorties internes, ou informations, de pouvoir recabler plus facilement, en fait, nos données. En complément de cette sortie, donc, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait la possibilité notamment de voir des informations et de les gérer pour ce qui est des zones urbaines. Si, il y a un outil de configuration, donc qui est un tableau Excel et une toolbox qui permet donc notamment, via le choix de la version, donc PLU, CNIJ, 2017 ou 2022, puisque en fonction des nombres de champs, de gérer donc les libellés longs de chacune des zones, puisque c'est pareil lorsque vous êtes en train d'éditer ou de mettre à jour vos informations. Si vous créez ou vous modifiez ou coupez une zone, c'est toujours un peu compliqué à chaque fois de devoir ressaisir le nom complet, le libellé complet de la zone, tel qu'il apparaît dans le règlement écrit du PLU ou du PLUI. C'est un peu embêtant à saisir au moment de la mise à jour. Donc, c'est quelque chose que je déporte, en fait, que Omiplu déporte dans un fichier Excel, pour pouvoir les saisir en lot directement après. Donc, on peut gérer donc les libellés longs, les codes des formes dominantes, puisque c'est une nouveauté depuis la version 2022. Nouveauté également, les codes des destinations autorisées, conditionnées et interdites par zonage. Permet également de gérer les liens des fichiers PDF individualisés. Donc, si vous avez votre règlement écrit qui est éclaté en plusieurs sous-règlements au niveau PDF, en fait, vous pouvez tout simplement les nommer dans ce fichier Excel pour que ce soit plus pratique. Et si vous n'avez pas de fichier éclaté, vous avez la possibilité d'indiquer dans ce fichier, via ce fichier, les pages du règlement global. Donc, c'est assez intéressant. Et petit bonus, dans un onglet supplémentaire, vous avez une synthèse des surfaces. Donc, c'est assez pratique. Donc, je vous présente ici donc l'extrait d'un tableau de gestion des compléments du zonage. Donc, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est nécessaire que je zoome, mais ça peut toujours être intéressant. Vous voyez ici donc, vous avez le zonage A1 par exemple qui porte un libellé long qui s'appelle zone agricole stricte. Donc ça, c'est des choses qui sont assez pénibles à saisir quand on est en train d'éditer. Donc moi, je me concentre juste sur A1 par exemple, et puis je sais très, très bien que derrière, tout viendra à la suite. Donc, j'ai mon type de zone 1, j'ai ma forme dominante qui est 0700, et tous mes codes de destination autorisés, interdites ou conditionnés. Le fichier PDF qui est normalisé selon la norme interne et hébergé sur notre site internet. Donc, voilà. La page du règlement à laquelle ça correspond, mes surfaces totales, et cetera. Donc, vous voyez, c'est un fichier qui est assez simple, hein, finalement. On a notre zonage, nos libellés, voilà, c'est vraiment très simple, mais c'est indispensable à remplir parce qu'après, ça fait gagner un temps fou en saisie, et notamment en non saisie quelque part, finalement, lors de l'édition et de la mise à jour. Donc, comme je vous disais, en fonction de si vous utilisez donc le CNIJ 2017 ou le CNIJ 2022. Alors, c'est vrai que le CNIJ 2022 n'est toujours pas utilisé dans le dans le géoportail de l'urbanisme, mais ça ne saurait tarder. C'est prévu normalement pour, il me semble, la fin de l'année, donc ça devrait pas tarder à arriver. Mais en attendant, vous pouvez toujours bénéficier et avoir le de CNIJ 2017 bien sûr, mais de pouvoir utiliser les informations du standard CNIJ 2022 et de les distribuer par exemple dans des champs libval
qui sont, puisque en fait les champs sont pas présents dans le standard 2017, mais par exemple, vous voyez, moi forme DOMI, je le distribue dans libval 1, dest oui, CDT et non, je les distribue dans les libvaleurs, il me semble, là je l'ai pas noté, mais 6, 7 et 8 par exemple. Et voilà, donc ça permet en fait de tout simplement distribuer les informations. Voilà, le calcul est automatique pour le champ URL-FIC avec le numéro des pages, c'est-à-dire que, ben, en fait, automatiquement, il va aller chercher le numéro des pages dans le fichier de configuration précédent. Forcément, la boîte à outils est un peu plus réduite avec le CNIJ 2022, puisque les nouveaux champs 2022, donc forme DOMI, dest oui, dest non, dest CDT et symbole, sont pris en compte dans le standard et donc n'ont pas besoin d'être distribués dans libval X, dans un libvaleur. Il y a seulement la distribution des zones de règlement découpées qui peut être distribuée. Le calcul est automatique sur le champ symbole puisque il se fait par défaut à moins que vous l'ayez saisi, mais sinon il se fait par défaut avec le type de zone. Donc si c'est agricole, à urbaniser S ou à urbaniser C, ou, urbain et naturel, voilà, le champ symbole est noté comme ça. Une fois que vous êtes arrivé à toute cette suite finalement d'outils d'intégration, donc la fragmentation, OmiPlu en lui-même, le complément des zones, ben, il ne vous reste plus qu'une étape, c'est exporter les documents vers le géoportail de l'urbanisme. Et bah, là, c'est une très simple boîte à outils où on prend la géodatabase OmiPlu qui a été donc finalisée et le dossier destiné au GPU. Donc le dossier de destination doit être le dossier racine et pas le dossier données géographiques, puisque il va également écrire directement les données dans le dossier formalisé. Donc vous voyez tout à l'heure, on avait des informations qui étaient non normalisées et le script les normalise en allant chercher le code sirène ou le code INSEE de la commune, en ajoutant la data pro, en rangeant les informations dans données géographiques, dans le dossier données géographiques. Les fichiers docurba sont à la racine. Donc, l'outil d'export n'exporte que les couches qui sont non vides, donc les couches qui sont remplies, parce que le géoportail de l'urbanisme n'accepte pas les couches vides. Il ajoute les codes INSEE Sirène, comme je vous le disais. Les couches, lorsqu'elles sont générées via ArcGIS Pro, embarquent toujours des fichiers XML qui ne sont pas acceptés par le GPU. Donc, en fait, il les supprime. Et il supprime également les champs ShapeLength et ShapeArea qui ne sont pas acceptés par le GPU, donc qui mettent des avertissements. Donc, c'est toujours pratique parce que ça évite d'avoir des avertissements sur le GPU. Et donc, les données sont prêtes à être publiées. D'un point de vue données géographiques. Après, pour les données et pièces écrites, ça, c'est une autre histoire. OmiPlu, c'est aussi un outil qui est en accord et en partenariat avec Arcopol, puisque pour l'import depuis le GPU et l'export pour le GPU, bah, on se tient la main en fait depuis le mois de juin 2020. Donc, OmiPlu est l'outil d'intégration d'export des données Arcopol PLU depuis et vers les données compatibles avec le GPU. Donc, vous avez la possibilité d'importer les données directement depuis le GPU dans la ressource Arcopol via l'outil d'intégration Arcopol PLU, OmiPlu pour Arcopol PLU. Mais si vous avez travaillé vos données dans cette même ressource Arcopol PLU, vous pouvez effectuer donc un export pour le GPU. Puisqu'en effet, la ressource Arcopol PLU utilise la combinaison domaine sous-type qui est incompatible avec le standard, puisqu'elle modifie le type de champ. Et donc, si vous faites un export, par exemple, de votre ressource directement comme ça, bah, en fait, vous aurez une erreur, puisque le type de champ est numérique pour les sous-types dans la ressource, alors qu'il doit être en texte dans le standard. C'est pourquoi OmiPlu traduit les données pour l'export vers le GPU, mais également convertit les données provenant
du GPU dans ce système particulier, mais très apprécié au demeurant. L'import donc vers le GPU, donc on appuie sur la GDB fournie par la ressource Arcopol PLU. On peut choisir la version de la ressource et on transforme les données pour les inclure dans le système implémenté par la ressource Arcopol PLU. Et c'est également la même chose pour l'export, puisque on exporte et on transforme les données de la GDB Arcopol PLU vers le dossier formalisé pour le GPU. Donc on n'exporte que les couches non vides, on ajoute le code sirène à la date d'appro et la date d'appro au nom des fichiers, on supprime les fichiers XML et on supprime les champs shape-length et shape-area, et les données sont prêtes à être publiées. Je prends une petite gorgée puisque là j'ai fini la première partie donc, de ma présentation qui concerne uniquement l'outil OmiPlu et la transformation des données PLU. J'ai une question, éventuellement, si ça te va, Nicolas, on peut peut-être la Oui, traiter. on peut faire une petite question. Ouais. Ouais, voilà, ça fera une petite transition. Alors, question, peut-on convertir des données du standard 2014 vers 2017D ou du 2017B vers du 2017D? Alors, entre le B et le 2017B et D, si je me souviens bien, c'est surtout il n'y a pas de changement de structure. Pas vraiment, donc je vois pas trop de difficultés entre la 2017B et D, si ce n'est de nouvelles prescriptions qui auraient été ajoutées. Pour ce qui est de la conversion entre 2014 et 2017, alors moi je l'ai déjà fait, j'utilise OmiPlu. En fait, dans OmiPlu, je ne vous ai pas présenté, mais il y a un petit outil qui s'appelle Avram Fragmenté, qui est l'outil 0, qui permet de créer une géodatabase au format CNIJ vide, simplement vide, dans laquelle ensuite vous allez manuellement, entre guillemets, reprendre les informations de votre géodatabase CNIJ 2014 et les ajouter dans les informations. Et via l'outil ajouter, vous pourrez en fait distribuer plus ou moins les informations et corriger les types de prescriptions, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et ça prend une petite demi-journée en recablant les informations parce que il y a notamment entre 2014 et 2017, il y a des prescriptions qui ont basculé, par exemple, de type 15 à type 5. Non, pardon, je ne sais plus quel type, 11-12 à 5. Il y en a qui ont basculé vers le type 15. Donc voilà, il y a quelques transformations qui ont eu lieu et donc malheureusement, c'est manuellement qu'il va falloir le faire. Mais ça peut aider. Donc voilà, donc ça c'est. Après, s'il y a d'autres questions sur le thème, mais je pense qu'on Non, va pour l'instant, pouvoir. c'est C'était bon. bien. Alors c'est très bien. Donc du coup, je vais enchaîner avec la suite. Et là, on va passer donc à la partie extra OmiPlu analyse. Donc c'est une deuxième partie de la présentation qui va vous faciliter l'analyse évolutive de vos PLU et PLUI sur la base des nouveaux standards CNIJ 2022-10. Donc le potentiel offert par le nouveau standard CNIJ PLU 2022-10, avec l'arrivée du champ forme DOMI notamment, qui permet de spécifier parmi 47 classes la forme d'aménagement dominante souhaitée pour chaque zone réglementaire du PLU. C'était l'ancien DEST DOMI qui permettait de classifier parmi 10 classes. Et en fait, on a remis, donc c'était ce DEST DOMI était présent justement en standard 2014 et a été abandonné en standard 2017 et revient finalement beaucoup plus étoffé et s'appelle forme DOMI puisqu'il correspond plus à une forme dominante. Donc avec le standard 2022. Et il a ouvert donc il ouvre des possibilités d'analyse fine entre les différentes procédures d'un même document d'urbanisme notamment. Et il est aujourd'hui possible grâce à OmiPlu d'analyser la densification et la libération planifiée des espaces, mais également de comparer la planification avec la photo instantanée qui est le MOS et ainsi réaliser une analyse des potentialités du territoire étudié. Je vais rentrer un peu plus en détail parce que là, comme ça fait beaucoup. Donc,
J'ai, une première question en fait, c'est de savoir est-ce que vous avez déjà, investi, donc je vous en renvoie un petit peu dans l'interactivité, est-ce que vous avez déjà investi le passage en version 2022-10, du standard, CNIJ PLU et surtout, savoir un petit peu, si, c'est quelque chose qui vous prend du temps ou pas? Mais, je pense que voilà, c'est déjà une première question, donc là, il y a une réponse à l'heure actuelle. J'avoue, j'ai un peu oublié de poser cette question, il y a 2 slides, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais oui, je vois que, bah, pas grand monde, en fait, est encore passé au standard CNIJ 2022 et pourtant, il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes dans ce standard. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas encore pris dans le GPU, mais aujourd'hui, ben, par exemple, enfin moi en ce qui me concerne, je travaille, essentiellement avec ces 2 formats et le 2017 pour le GPU et le 2022, pour toutes les analyses qu'on peut en tirer derrière. Donc j'espère que je vais vous inciter finalement à, mmh, à passer à ce nouveau standard. Et donc, ben, pour, compléter cette question, et notamment pour la comparaison évolutive, je vous pose une, question suivante. Est-ce qu'il vous arrive, vous arrive-t-il d'avoir des demandes sur les comparaisons entre différentes versions de vos, PLU, ou PLUI? Notamment savoir, bah, tiens, j'ai, toute la planif, avec lesquels je travaille et qui me demandent: «Ben, tu peux me dire qu'est-ce qu'on a ajouté à tel endroit? Quelle est la différence entre, mon PLU, que j'avais avant et le PLUI aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a ajouté comme, emplacement réservé? Quelle est la différence entre, tel zonage et tel zonage?» Donc voilà, ça c'est exactement le genre de questions que l'on peut avoir. Donc, je vous ai envoyé une question suivante, donc, qui est, voilà, est-ce que, c'est quelque chose qu'on vous demande à chaque fois ou de temps en temps ou jamais finalement? Donc je vois qu'il y a pas mal de jamais, heu, mais ça peut être quand même intéressant. Donc, les principes du fonctionnement de cet outil d'analyse, c'est que, bah, déjà, il est impératif d'utiliser les données au standard CNIJ 2022. Donc, ben, pour, les personnes qui sont intéressées par ces fonctionnalités, ben, je vous invite, franchement à franchir le pas. Donc, c'est une nouveauté aussi, hein, puisque le standard, il est très récent, il est sorti il y a 1 an exactement et voilà, on a un outil aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir analyser les différences entre les versions. Donc, on utilise aussi encore et toujours les fichiers de configuration, hein, que j'apprécie tant, qui permet donc sur une même ligne d'identifier les éléments suivants, donc, la couche source, la requête SQL sur la couche source, la couche à comparer, une requête SQL sur la couche à comparer et le nom de la couche de comparaison qui est créée. Les données sont alors comparées entre elles, entre les 2 versions. Donc il suffit de pointer donc, une version, d'un PLU précédent et une version d'un PLU, ou PLUI, actuel et on va créer donc ça va créer un champ ajout-suppression. Donc, qu'est-ce qui a été ajouté? Qu'est-ce qui a été supprimé? En comparaison, géographique, pure. La comparaison, entre les couches zone urbain, elle, est réalisée automatiquement avec la création d'une couche nommée Analyzone, qui, crée un champ donc avant-après du zonage et un champ avant-après des formes dominantes, puisque c'est là où ça devient assez intéressant avec les formes dominantes de pouvoir comparer au-delà même des noms de zonage, ce qui est intéressant, donc justement dans cette analyse. Donc, ici, par exemple, on a un extrait de fichier de configuration. Donc là, je compare, alors pour être très clair, je compare le PLU de Marseille avec, le PLUI de Marseille-Provence. Donc vous voyez ici, j'ai notamment, ben, toujours mes prescriptions surfaciques, libellées, avec, mes prescriptions ponctuelles, linéaires. Donc, voilà, j'ai, par exemple, mes EBC surfaciques, mes EBC ponctuels et mes linéaires de fond de vallon. Ben, donc ça, c'est dans ma base, mais finalement, dans mon évolution, donc mon PLUI, en fait, ben, je les appelle différemment parce qu'ils ont changé de nom et j'ai changé un peu de structure entre temps. Donc ça me permet vraiment de comparer 2 structures un petit peu différentes,
au niveau de la façon dont les données étaient implémentées auparavant, si ce n'est que grâce aux outils OmiPlus, j'ai pu les transformer facilement, entre guillemets, entre l'un et l'autre au format 2022 et notamment avec l'implémentation du champ forme d'OMI. Et je décide par exemple ici, vous voyez, d'appeler comparaison, espace boisé classé, comparaison, espace boisé classé ponctuel, axe d'écoulement, etc., etc. Donc une fois que j'ai configuré donc, tout mon fichier de configuration et que j'ai bien nommé qu'est-ce que je voulais comparer avec quoi, ben, je viens en fait utiliser donc ma toolbox avec ma géodatabase de PLU initiale qui correspond donc aux 2 premières colonnes de mon fichier de configuration. La GDB du PLUI suivant, donc à comparer, et le dossier de sortie, le nom de la GDB en sortie sans l'extension et le fichier de comparaison, bien évidemment. Je peux définir un seuil de suppression des entités de petite taille, notamment pour la comparaison de zones urbaines, parce que pour des questions de chevauchement, on peut avoir dans zone urbaine des micro-zonages qui pourraient se faire parce que éventuellement la topologie à l'époque n'était pas forcément très bonne ou on a fait des corrections mineures, etc. Et donc ça pourrait nous sortir des éléments qui ne seraient pas forcément essentiels à l'analyse. Donc là, par exemple, j'ai mis un seuil de 100 mètres carrés qui est un seuil, somme toute, assez minime dans le cadre d'un zonage. Donc ça permet d'enlever tout un tas d'artefacts finalement lors de la comparaison. Donc là, ici, on a l'extrait d'un log des résultats. Donc le temps d'exécution donc pour 70 couches comparées et sur la totalité du territoire de Marseille-Provence, donc du PLUI Marseille-Provence. Enfin, du moins de la commune de Marseille, pour le coup, puisque je comparais Marseille avec Marseille-Provence. C'est à peu près 17 minutes. Le fichier de log permet, comme vous pouvez le voir ici, donc là ici vous avez donc une sélection d'une couche avec la requête qui est effectuée. Donc là ici donc on voit qu'il y a pas d'évolution entre les versions, notamment pour ce qui est du polygone d'implantation. Pour le polygone constructible, soit que on a ajouté 4 polygones constructibles entre les deux versions comparées. On en a ajouté 4 et on en a supprimé une pour des hauteurs sur un secteur, etc. Et on va finalement indiquer que les ponctuels et les linéaires sont comparés au travers d'un buffer d'1 mètre. Puisque en fait, c'est beaucoup plus simple de comparer des surfacies en les appliquant l'un sur l'autre. Donc les buffers des linéaires sont convertis en lignes avec différentes méthodes et différentes fonctions en fonction des licences ArcGIS Pro utilisées, puisque là, je vais utiliser notamment, si on a une licence Advanced, on va pouvoir utiliser la fonction, alors je ne me souviens plus le nom exact, mais c'est une fonction qui est plutôt utilisée en hydrographie, puisque comme on va faire des buffers d'1 mètre, on va créer finalement des couloirs et avec les fonctions d'hydrographie, on va pouvoir régénérer un flux, enfin une ligne centrale voilà, sur les buffers. Donc voilà ce qu'on a comme résultat obtenu. Donc en fait, alors dans les styles d'OmiPlus, OmiPlus embarque également une bibliothèque de styles. Vous avez par exemple ici en vert un emplacement réservé qui a été ajouté pour équipement public, par exemple, qui a été ajouté lors de la dernière procédure, et en rouge un emplacement réservé pour équipement qui a été supprimé lors de la dernière procédure. Donc voilà, on avait un emplacement réservé à cet endroit-là lors de la précédente procédure. Finalement, il n'existe plus dans la nouvelle et on en a un qui s'est implanté en face. Donc ça nous permet vraiment en un coup d'œil de voir sur telle ou telle thématique qu'est-ce qu'on a enlevé, qu'est-ce qu'on a ajouté, etc. Et seules les comparaisons qui génèrent des résultats sont conservées, puisque il n'y a pas de couche vide et donc ça nous permet vraiment de voir dans une géodatabase tout ce qui a été modifié ou pas. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse de la comparative, on peut analyser la densification planifiée. Puisque, en s'appuyant sur la donnée comparée entre les deux versions zone urbain,
via le script précédent et un fichier d'analyse croisée. Donc, le résultat obtenu permettra d'identifier les évolutions de zonage parmi les classes suivantes dans la couche AnalyZone, puisque l'AnalyZone a été créée tout à l'heure, et on va la reprendre pour pouvoir l'agrémenter d'informations. Donc, on va pouvoir déterminer si le zonage d'urbanisme a été densifié, si la forme a changé et la densification a été faite, si ça a été l'espace est libéré, s'il y a un changement de forme avec une libération d'espace, s'il y a un changement de forme tout simple, ou si c'est neutre et qu'il n'y a pas du tout de changement. Donc le fichier de configuration est modifiable en fonction de l'angle de lecture, puisque par défaut, là ici, l'angle de lecture est celui de l'habitat. Donc on va se concentrer essentiellement sur la densification habitat, mais on pourrait très bien configurer le fichier pour analyser la densification économique, par exemple, en fonction des différentes possibilités qu'offre la classification forme DOMI. Donc, ce fichier indique finalement 2209 itérations qui c'est 2209 options finalement d'analyse qui sont réalisées pour obtenir le résultat. Donc, le fichier d'analyse croisée de la densification ressemble à cela. Vous avez en fait ici, alors je vais zoomer pour la partie habitat, c'est assez intéressant. Vous voyez, en fait, on a l'habitat. Donc l'habitat centre-ville, donc ça c'est la source de base, et en haut on a tout ce qui est comparé. Donc on va comparer par exemple que si dans un zonage collectif, j'ai je vais passer à enfin le zonage dit que finalement là on va plutôt faire du centre villageois, en fait on va densifier on va densifier le zonage. Si par contre, je suis en pavillonnaire, je suis en petit collectif et que finalement, je vais passer en 107 en pavillonnaire, je vais libérer de l'espace. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir finalement avoir des informations assez intéressantes. Et on va, via l'outil d'analyse qui permet de saisir donc la géodatabase de comparaison évolutive que l'on a générée auparavant, la couche AnalyZone à saisir et le fichier de comparaison. On obtient via les 2209 itérations qui sont réalisées en 45 secondes d'ailleurs par l'outil. On ajoute finalement un champ qui s'appelle AnaDense, donc la densification de la valeur, l'analyse de densification, les valeurs donc qui sont de comparaison. Donc en fait, on a une forme DOMI au départ et une forme DOMI à l'arrivée. Donc là ici par exemple, on avait une forme dominante habitat qui a été transformée en agricole. Donc on a changé la forme et on a libéré de l'espace puisqu'on a regagné finalement le zonage disait auparavant disait on va essayer de mettre de l'habitat ici, et puis finalement il y a eu un recul politique et on s'aperçoit que finalement donc on gagne on libère de l'espace. Et on a exactement ce genre de carte. Donc l'appariement se fait toujours via le style OmiPlu. Et les étiquettes sont précalculées donc sur le champ anaform, si on a un deuxième champ. Donc ici, on voit que, par exemple, on a un habitat petit collectif qui bascule en habitat collectif. Donc on a une densification. Ici, on va avoir un espace naturel qui deviendra de l'habitat pavillonnaire peu dense. Donc on a un changement de forme avec une densification, du petit collectif qui rebascule en espace naturel, etc. Donc là, on était sur notamment l'analyse entre le PLU et l'élaboration du PLU. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour avoir un petit peu une vue sur le changement qui a lieu entre différents documents d'urbanisme à différents moments et les choix politiques qui en découlent. L'analyse des potentialités, c'est l'étape suivante, on va dire, sur les informations d'analyse, notamment entre le PLUI et le MOS, et je vais essayer d'accélérer un petit peu.
puisque je vois qu'il me reste juste un quart d'heure. Donc, j'ai une dernière question à vous poser. C'est la suivante. Avez-vous déjà eu des demandes concernant l'identification des potentialités constructives de votre territoire, donc notamment ce qu'on appelle les capacités constructives, et de les identifier cartographiquement? Donc, c'est là où c'est assez intéressant avec ces outils d'analyse. Donc, le principe de fonctionnement est le suivant. Je vous laisse répondre donc à la question. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de oui. Donc, comme d'habitude, il est impératif d'utiliser les données au standard CNIJ donc pour cet outil. L'utilisation de 2 fichiers de configuration, donc un fichier pour l'analyse croisée, donc qui, pour le cas du MOS de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a 94 classes de type 4, couplé aux 47 classes de la forme dominante, ça nous donne 4512 combinaisons possibles. Et un fichier pour les contraintes, donc qui permettra, donc c'est uniquement pour les licences Advance, mais qui permet en fait de soustraire tout simplement les contraintes aux résultats. Donc les résultats obtenus permettront de classifier les données parmi les 6 classes suivantes, donc un potentiel à densifier, une incohérence avec du potentiel, une réduction, des incohérences avec réduction, incohérence de forme, cohérence de forme, etc. Donc, le fichier de configuration ressemble grandement au fichier de comparaison de densification. C'est un fichier, là pour le coup, sur le potentiel, puisqu'on va voir que, alors je vais faire un petit zoom rapide, mais si on a par exemple de l'habitat centre-ville et que le MOS nous indique que finalement à cet endroit-là, donc on a l'habitat centre-ville qui est donc finalement le zonage. Le zonage va nous dire on veut du centre-ville, mais le MOS nous dit on a du bâti individuel dense ou lâche. Bah, en fait, clairement, c'est du potentiel. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, on a la potentialité de changement de zonage, enfin de changement de forme, parce que ça ne correspond pas à la volonté du zonage. Donc voilà, ce qui est intéressant avec ce fichier de configuration, c'est que ça nous permet d'être vraiment très précis dans l'impact des analyses. Et alors c'est assez long à configurer au départ, mais c'est comme tout, hein, une fois qu'on a configuré, après, il suffit de lancer les moulinettes et ça fonctionne de suite. Donc ici, après, on a donc un fichier de contraintes. Donc ces contraintes sont réalisées et déterminées par une requête SQL sur la base sur laquelle s'appuie donc la comparaison avec le MOS. On a donc ici les prescriptions surfaciques, donc la couche compression surfacique, qui est uniquement utilisé puisqu'on va pas pouvoir générer des buffers parce qu'en fonction, ce serait un petit peu, peut-être dans une nouvelle version de l'outil, mais à l'heure actuelle, c'est que sur les couches surfaciques. Donc on va par exemple dire, ben, tout ce qui est EBC, hop, bah, c'est pas des potentiels puisqu'on a des EBC, donc forcément on enlève tous les potentiels, tout ce qui est risque fort, donc les sous-types 1 du prescription 2, donc ce sont les risques inconstructibles, tout ce qui est terrain cultivé protégé, les espaces verts, les ER de transport en commun, les ER de bassin, les ripisylves, etc., etc. Donc toutes ces classifications qui font que bah, finalement ça sert à rien de calculer du potentiel là-dessus, puisque il n'y aura jamais de construction étant donné les projets ou les restrictions. Donc, on entre là-dedans, donc, dans l'outil. J'accélère, hein, je suis désolé parce que je vois que le temps défile. Les valeurs de codification du MOS doivent être impérativement au format texte pour pouvoir être comparées dans les informations. Donc, ici, on indique le champ MOS à utiliser. Donc, on prend notre base de données du MOS, la couche du MOS, par exemple, avec la plus détaillée possible. On prend le champ du MOS qui est utilisé pour la comparaison, le fichier CSV d'analyse, le fichier CSV des contraintes. La taille minimale des entités conservées est légèrement en dessous de l'unité minimale de collecte, donc l'UMC du MOS, ce qui permet en fait d'éviter, pareil comme pour le zonage tout à l'heure, les artefacts de calcul. Et on indique en fait quel est le champ, quel est le nom du champ que l'on veut pour pouvoir recevoir toutes les informations. Donc ce sera le champ qui s'appellera anacroise, là dans ce cas-là, et la géodate base en sortie et le nom de la couche d'analyse qui est générée.
Et voici donc le temps d'exécution d'environ 20 minutes avec les fichiers de contraintes, donc les 4512 itérations comparatives, et qui nous permet par exemple ici de voir que on a un habitat pavillonnaire dense qui est planifié, et on a un habitat individuel lâche qui est comparé. Donc clairement ici on a un zonage qui peut être beaucoup plus, on pourrait densifier en fait le zonage, en fait, le terrain, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, les étiquettes que vous voyez, elles sont précalculées également. Donc, vous pouvez vraiment facilement obtenir ce genre de cartographie pour pouvoir analyser les informations et les mettre en visuel. Donc, l'exemple de base pour les calculs de capacité constructive sont réalisés sur le MOS. Ça ne se contente pas seulement des dents creuses, mais prend en compte le renouvellement urbain, puisqu'on ne va pas uniquement prendre que les espaces libres, on va également prendre les espaces déjà occupés. Ça permet de calculer en fonction de la forme dominante et d'une capacité constructive théorique à l'hectare un volume de logement hypothétique, donc permet d'anticiper les restrictions dues aux ans, tout en répondant aux objectifs de production de logement. Donc, par exemple, ici, on va avoir pour les résultats de comparaison entre le PLUI et le MOS, permet d'obtenir une surface en hectares par forme dominante. À ces formes dominantes, on attribue une capacité constructive de X logements à l'hectare, ce qui permet de potentialiser le nombre de logements maximum réalisés sur toute la surface identifiée, toutes les surfaces identifiées qui étaient utilisées. Enfin, si toutes les surfaces utilisées identifiées étaient utilisées. Donc, c'est un maximum, en fait. On a un potentiel maximum à chaque fois. Même le potentiel minimum est un maximum du minimum, en fait. Voilà. Ou un minimum du maximum. Donc, par exemple, on a l'habitat faubourg où on a 62 hectares d'habitat faubourg avec une capacité minimum de 100 logements par hectare. Donc, ça nous donne 66 211 logements potentiels en prenant l'existant, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on prend l'existant plus la valeur. Donc, il faudrait à ça soustraire l'existant pour pouvoir dire, voilà notre capacité exacte. C'est un calcul que je n'ai pas fait encore, mais il va de soi que cet exercice permet d'obtenir des chiffres très importants, mais il permet surtout de mettre en lumière les limites du règlement du PLU, du PLU ou du PLUI qui doit évoluer pour répondre aux objectifs de production de logement, notamment. Pour rappel, donc, le ZAN prévoit que de 2020 à 2030, l'artificialisation est comptabilisée au-delà de l'enveloppe urbaine, mais reste possible. Qu'à partir de 2030, tout projet réalisant l'artificialisation sera comptabilisé, qu'en 2050, l'artificialisation sera impossible, et que l'outil d'analyse des potentialités permet d'identifier rapidement les capacités d'expansion de façon objective grâce à des précisions fines de résultats obtenus. Et l'adaptation de la configuration de l'analyse permet, entre le PLUI et le MOS, permet de sortir de toutes les potentialités d'artificialisation et donc d'affiner les calculs. J'ai fini avec ma présentation. Donc, OmiPlu est une ressource qui est gratuite, qui est disponible donc, sur le site omiplu.microgeo.com. Donc, je vous mets donc, dans l'outil interactivité donc, le lien vers le site. Et je vais ajouter également le lien vers la salle de networking si vous avez encore des questions pour poursuivre, parce qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps. Et j'ai terminé. Voilà. C'était un peu intense, je suis désolé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'était intense, Je c'était suis à l'écoute dense. des questions. Du coup, il y en a une de Bertrand. Avez-vous un MOS produit en interne? À quelle fréquence est-il actualisé? Alors, on a un MOS. Alors, il est produit pas en interne, puisqu'on a c'est issu d'un marché. Mais oui, alors, notre MOS précédent est de 2017, si je ne dis pas de bêtises. Je vais me faire taper sur les doigts par mon collègue. Mais oui, là, on est en cours notre marché MOS est en cours là pour la réédition du nouveau MOS. Ouais.
OK. Et bah, voilà. Et donc, comme tu le disais, on peut passer éventuellement en interactivité, enfin dans la salle de networking pour ceux qui le désirent. Merci beaucoup Nicolas, hein, pour cette Oui, présentation. bah, de rien. Ah, il y a encore des questions qui arrivent là finalement. Ah, Oui, ah bah tiens, Vincent, le modèle peut-il prendre en compte la nomenclature 2D, couverture et usage de Log.js si on ne possède pas de MOS? Bah, oui, forcément, puisque il suffit en fait de comparer tout simplement le MOS, donc le zonage du PLU, PLUI, euh, avec donc la nomenclature du MOS, enfin de l'Oxol grande échelle de l'IGN, dans le fichier de configuration. Là, aujourd'hui, le fichier de configuration que je vous ai montré est un fichier de configuration avec toutes les, combinaisons possibles de la métropole Aix-Marseille-Provence. Mais vous voyez, en fait, on a une codification ici. Ça, c'est la codification du MOS Marseille-Provence. Aix-Marseille-Provence. Mais vous pourriez très bien rajouter la codification de l'OXSOL, de l'occupation du sol grande échelle de l'IGN. C'est tout à fait possible. Donc en fait, ça permet, là, j'ai fait l'exemple avec notre MOS sur notre territoire, mais c'est tout à fait possible, oui, bien sûr. OK. Donc n'hésitez pas s'il y a encore des questions, il reste 4 minutes, donc profitez-en. Sinon, après, moi, je vais basculer, je basculerai donc dans la salle de networking pour ça. Si vous avez des questions, on pourra se les poser en live, je crois, donc en vocal. Par contre, au niveau du networking, si je ne me trompe pas, c'est assez limité. Il n'y a pas 500 000 places. Donc Oui, je voilà. sais plus Donc combien, moi, il y en a une dizaine, je crois, quelque chose une comme ça. dizaine de places. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, pour Donc rejoindre, n'hésitez vous allez pas. dans l'onglet interactivité et puis bah, c'est tout en haut, hein, vous faites rejoindre. Très bien. Rejoindre le networking. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Ben, Euh, merci à tout le monde. voilà. Merci Frédéric. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.